Bienvenue à tous, bienvenue dans ce premier live du magazine Sciences Humaines. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Sciences Humaines, on est un magazine qui existe depuis 1990, donc plus de 30 ans maintenant. Et le but du magazine, c'est de vulgariser les sciences humaines, donc d'essayer de mieux comprendre les humains et la société, et d'être une sorte de carrefour entre les différentes sciences humaines. Alors peut-être que sciences humaines, ça ne parle pas à tout le monde. Les sciences humaines, c'est plein de domaines différents. Ça peut être la psychologie, ça peut être la sociologie, l'anthropologie, ça peut être aussi de la philosophie, des sciences de l'éducation, l'histoire et la géographie, ça en fait partie aussi. Tout ce qui est aussi sciences politiques, économie, ça rentre dedans aussi. Et puis tout ce qui concerne la communication, les organisations, l'entreprise. Il y a aussi des recherches qui se font dans ce domaine et qui entrent dans le cadre des sciences humaines. Et donc le magazine parle de tout ça. Et donc cette chaîne va parler de tout ça, puisque c'est une chaîne dont le but est justement de vulgariser les sciences humaines, de partager avec vous tout ce qui sort, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour des sciences humaines. Et donc on est là pour ça ce soir, on est là avec vous pendant à peu près 1 heure. Et donc si vous n'êtes pas familier avec Twitch, peut-être que vous êtes ici en qualité avant tout de lecteur de sciences humaines, que vous ne connaissez pas Twitch. Donc Twitch, c'est une plateforme qui vous permet de nous suivre, de suivre nos lives en direct comme maintenant, de façon toujours gratuite, et vous pouvez suivre toujours le même lien, donc c'est sur ce lien-là. Toutes les semaines, quand on sera présent ici, vous aurez le live de la semaine. Le lien ne changera pas. Et vous pouvez participer au live. Vous devez avoir à votre droite une petite boîte avec le chat. Vous pouvez écrire dans le chat, mais pour ça, il faut que vous soyez inscrit sur Twitch. Si vous n'êtes pas inscrit sur Twitch, c'est gratuit. Vous pouvez le faire très rapidement. Il y a un petit bouton qui s'appelle s'inscrire en haut à droite de votre écran. Donc vous pouvez juste cliquer dessus, ça coupe pas le live, donc vous pouvez même continuer à nous écouter en même temps. Remplir quelques informations, votre mail, etc. Et vous êtes inscrit, il n'y a rien à payer, vous inquiétez pas pour ça. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez écrire comme les personnes qui nous disent bonjour dans le chat, là, donc qu'on salue. Vous pouvez aussi nous suivre avec le petit cœur qui est juste en dessous de l'écran. Si vous cliquez dessus, ça ne vous engage à rien, à part recevoir des notifications quand on sera en ligne. Et vous pouvez aussi télécharger l'appli Twitch sur votre téléphone. Et en la téléchargeant, vous recevrez des notifications qui vous diront quand on est en live, quand le live commence. Donc là, vous devez avoir vu un petit chat en bas à droite de votre écran qui signifie que des gens ont commencé à nous suivre. Donc je vois que vous avez suivi mes consignes, bravo. Voilà, dernière précision par rapport à ce qu'on fait ce soir, les lives seront disponibles gratuitement aussi sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du magazine Sciences Humaines. Si vous ne savez pas où trouver la chaîne YouTube de Sciences Humaines, il vous suffit de taper dans le chat un point d'exclamation suivi de replay, R-E-P-L-A-Y, et vous verrez apparaître le lien vers notre chaîne YouTube, ce qui me permet de vous parler rapidement des commandes. Donc tout ce qui commence par un point d'exclamation avec un mot ensuite. Je vous mets l'exemple ici. Donc si je tape point d'exclamation replay, tac, vous avez tout de suite le lien vers notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi taper ce soir point d'exclamation livre au pluriel, ce qui vous permettra d'avoir quelques sources, quelques livres par rapport au sujet dont on parle ce soir, qui est le racisme systémique. Et vous pouvez également taper point d'exclamation lien au pluriel pour avoir des liens sur des articles et des conférences sur ce sujet-là. Voilà, on en parlera un petit peu plus par la suite. Je crois que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions techniques, n'hésitez pas hein, pendant le live. Voilà, par exemple, je vois que Bunkerdy a tapé point d'exclamation livre. Donc vous avez ici quelques exemples de sources sur le sujet du racisme systémique que vous pouvez aller visiter en cliquant sur les liens. Merci à lui de donner cet exemple. Et donc ce soir, je suis avec... donc moi c'est Hugo, je suis journaliste à Sciences Humaines, je me présente, et je suis avec Nicolas, qui est à côté de moi, avec une chemise rouge, qui est
aussi journaliste pour sciences humaines, qui est avant tout, il me semble, tu me corriges Nicolas, mais je crois que tu es d'abord anthropologue, c'est ça? Oui, 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 oui. Formation anthropologue. Et que tu as fini, après ta formation d'anthropologie, par travailler avec sciences humaines, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 25 ans, 26 ans. 26 ans. Avant, j'ai fait quelques recherches dans des terrains lointains, tels que l'Amazonie, le Chili, etc. Et puis, je me suis plutôt intéressé au côté vulgarisation, contact avec un plus grand nombre de personnes, et me suis donc tourné vers la presse scientifique. Je suis passé par le magazine Science et Vie, par exemple, qui à l'époque faisait des cahiers de sciences et vie, qui osaient toucher à des sujets de civilisation, et pas seulement de technique, et pas seulement de voyage interplanétaire. En passant là, j'y ai appris un métier. Et ce métier, ensuite, m'a permis de revenir vers ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les sciences humaines. Ok, Donc voilà, je me suis retrouvé. Cela dit, je ne voudrais pas me poser en expert ni en anthropologue patenté parce que depuis, j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup d'autres sujets qui ne concerne pas directement l'anthropologie, mais donc c'est ça le travail d'un journaliste. Tous les mois, il change de sujet et il fait une grande purge dans son cerveau et il recommence à zéro. Donc ok. voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour Darkwinder38, bonjour le Gaulle des Yétis. On te demande si tu étais avec Lévi-Strauss en Amazonie, Lévi-Strauss qui est un Non, anthropologue fameux. oui, non. Ben non, d'abord, je ne suis pas de la génération de Lévi-Strauss. Je ne suis pas non plus de la génération de Hugo, mais je suis entre les deux. Donc, Lévi-Strauss était déjà un grand patron consacré de l'anthropologie française quand moi j'ai entrepris de commencer mes études seulement. Donc, je n'ai pas eu de rapport direct avec Lévi-Strauss, mais il n'y a pas que l'équipe de Lévi-Strauss qui est allée en Amérique du Sud. Il y a eu un certain nombre d'autres équipes de chercheurs qui ont travaillé en parallèle avec d'autres idées éventuellement ou les mêmes. Voilà. D'accord. Mais enfin, j'ai connu Claude Lévi-Strauss. Mais tu es plus jeune que lui quand même. Mais je suis plus jeune que lui. Bah écoutez, c'est pas très difficile parce que je pense que Claude Lévi-Strauss aurait aujourd'hui environ 106 ans, ouais, Tu s'il n'as pas était encore 106 de ans. ce monde. Ok. Et donc, tu es là pour parler de racisme systémique parce que bientôt, dans quelques jours, sort notre numéro de rentrée, notre numéro Ouais, 340, ouais. qui traitera de la guerre des idées, de la guerre des idées dans les sciences humaines qui défraie la chronique depuis quelques mois maintenant, notamment avec cette question du racisme systémique, mais avec d'autres questions. Oui, bien d'autres. On verra plus tard quelles autres questions abordent notre numéro. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler spécialement de racisme. Et je crois que tu as écrit un article donc dans ce numéro qui s'appelle En fait-on trop avec la race, c'est ça? Oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, bon, il faut resituer cet article, hein. L'idée générale de ce dossier, c'était les idées qui ont fâché cette année, l'année dernière, 2020, 2021, etc. Et qui, qui ont touché aussi bien un public assez large à travers la presse, à travers des tribunes, à travers des publications, que en particulier les milieux intellectuels, en particulier des chercheurs en sciences humaines et en particulier des sociologues qui se sont affrontés sur un certain nombre de positions euh, qui dénotaient euh, des points de vue à peu près inconciliables, hein, sur des questions comme effectivement euh, comment doit-on être antiraciste, peut-on accepter la cancel culture, est-il question que penser du déboulonnage des statuts,
Et puis des questions féministes telles que, par exemple, l'acceptation de l'écriture inclusive, etc. Donc des sujets qui ont fait polémique aussi bien dans la presse que par communiqué interposé entre des chercheurs, des intellectuels. Bon, parmi ceux-ci, évidemment, le thème de la race et de ce qu'on appelle la racialisation de la question sociale, pour reprendre une expression d'un auteur qui s'appelle Didier Fassin, qui a publié un livre qui a un petit peu marqué l'opinion en 2006, où il faisait valoir que l'analyse des injustices sociales, de manière générale, était aujourd'hui mise profondément modifiée par l'existence de la mise en évidence de discriminations qui sont liées aux origines des gens. Alors, vous prenez discrimination liée à l'origine et vous avez à peu près ce qu'on appelle beaucoup plus couramment le racisme, c'est-à-dire le jugement de confiance ou le jugement négatif sur une personne en raison de ses origines. En général, alors situons-nous, nous sommes en France, il s'agit de discussions entre sociologues français et aussi internationaux, mais il s'agit essentiellement de questions de minorités qui existent, de minorités immigrées et de leurs descendants, qui existent dans notre société et à propos desquelles on a mis en évidence un certain nombre de discriminations, lesquelles discriminations donnent lieu à des revendications ou à des dénonciations de la part soit des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire d'organisations de défense de ces minorités, soit de la part d'intellectuels qui dénoncent les injustices que représentent ces discriminations d'ordre ethnique, culturel, religieux. D'accord. Quand Lesquels, tu... voilà. Excuse-moi, Voilà. du coup, je te coupe par rapport à ce que tu disais. Tu parles donc d'un auteur qui s'appelle Éric Fassin. Oui, j'ai dit Didier Passin, je m'en excuse parce qu'ils sont deux frères qui travaillent sur des sujets voisins. Voilà, donc ils sont Ouais. deux frères. Et alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer quel est leur travail? Donc, ces deux personnes sont des sociologues. Il y a des gens qui nous suivent qui ne savent peut-être pas ce qu'est la sociologie. Est-ce qu'on Oui, peut expliquer non, brièvement ce que c'est en que la gros, sociologie? non, enfin, expliquer la sociologie, ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Disons, non, je vais essayer de dire les choses simplement. Euh, le racisme, en tant que pratique, en tant qu'opinion exprimée, en tant que comportement, fait partie des agissements qui sont condamnés par la loi en France, en Europe, etc., depuis la loi Pleven de 1972, par exemple, et puis bien d'autres ajouts ont été faits à cette loi qui, on va dire, criminalisent les comportements racistes. D'accord? et D'accord. interdisent, et interdisent l'expression de ces opinions racistes, de ces jugements négatifs sur des gens à partir de leur origine, etc. Bon. Donc c'est quelque chose qui est officiel. D'autre part, il y a une disposition d'ordre administratif, puisque c'est dans la Constitution française, qui est l'aveuglement aux origines. C'est que dans les statistiques nominales qui sont faites dans les recensements, par exemple, qui sont faits en France, on n'associe pas le nom d'une personne avec ses origines. On ne doit pas connaître ni de sa race, ni de son origine, ni de sa religion. Ça, Il y a c'est donc par une contraste sorte de avec ce qui se passe silence. par exemple aux Voilà. États-Unis, c'est ça? Par contraste à ce qui existe aux États-Unis, où effectivement les gens se classent, ils se classent eux-mêmes. Euh, ils ne sont pas obligés de le faire d'ailleurs, ils peuvent dire je n'ai aucune appartenance, etc. Mais D'accord. C'est pas ils interdit en tout sont cas. invités, voilà, ils sont invités à s'identifier à un certain nombre de catégories qui dénotent des origines latino, afro-américains, D'accord. Excuse-moi, je te coupe une etc. seconde. On a des interventions qui commencent dans le chat. Alors,
Je vous remercie de commencer à le faire et je vous invite vraiment à le faire si vous avez des questions, si vous avez voilà, des remarques. Il y en a une première de Bunker D. Je vais juste changer l'overlay pour qu'on puisse voir vos questions tout de suite et vos remarques. Voilà. Donc vous devriez voir le chat apparaître maintenant dans la fenêtre principale. Ouais. Donc on a Moi, j'ai une pas. première remarque donc, de Bunker D qui nous dit c'est ultra limitant de définir le racisme en partant de sa criminalisation. Pardon. Ça retire quantité d'aspects potentiellement pas couverts par ces lois. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends pas très bien la question. C'est réducteur de criminaliser le racisme. Non, pas de le Ben, criminaliser, mais de parler de racisme seulement sous cet angle. En tout cas, de le définir seulement sous cet angle. Est-ce que le racisme, il se définit seulement par non, le moment où on contrevient à la loi qui l'interdit? Ou est-ce qu'il peut se définir autrement? Surtout en sciences humaines et sociales. non, j'ai parlé de criminalisation parce qu'effectivement, la condamnation alors il faudrait refaire l'histoire là, avec la condamnation formelle des théories raciales s'est opérée à l'occasion des procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la nature des crimes nazis contre les Juifs a été considérée comme monstrueuse, donc criminelle. Donc, si je parle de la criminalisation, c'est que beaucoup de gens ignorent que le racisme n'est pas seulement une faute morale, si on veut dire, c'est quelque chose qui est illégal en France. Mhm. Et en disant ça, je ne crois pas que j'affaiblis l'importance du phénomène raciste. Est-ce que je l'affaiblis en disant que c'est également, si on veut, une faute morale, mais voler est une faute morale et c'est aussi quelque chose d'illégal, etc. Oui, Voilà. disons que l'illégalité du racisme, c'est quelque chose qui le caractérise, mais c'est pas la seule façon de le définir. C'est Non, si on veut, non, mais c'est pas une définition en substance. Alors, c'est une définition sociologique, c'est-à-dire que voilà comment le racisme est dans la, dans, vu par l'État français, on va dire. Et alors du coup, il y Et, a l'ordre Rastaboudin qui dit racisme explicite versus implicite. Est-ce que le racisme qui est puni par la loi, c'est du racisme explicite et qu'il existe à oui, côté un racisme implicite qui, lui, n'est alors, pas sanctionné? écoutez, voilà, oui, alors c'est tout à fait juste de soulever cette question parce que ça débouche directement sur le sujet que nous avons annoncé, qui est le racisme systémique, qui est quelque chose d'effectivement qui est indirect, on va dire. Hein, on va dire, enfin, si on veut un petit peu explorer quelles sont les différentes manières dont on approche ce qu'on appelle le racisme, moi je préfère dire les discriminations raciales. Comment connaît-on des discriminations raciales? Eh bien, il suffit de prendre le déroulé même du rapport annuel du Comité national consultatif des droits de l'homme, hein, qui produit chaque année. Il y en a eu un en juillet dernier, qui détaille chapitre après chapitre la manière dont on peut observer les discriminations raciales. Bon, le premier, c'est évidemment, ce sont les discriminations illégales, puisqu'elles sont relevées soit par la police, soit par les renseignements généraux, soit par les associations, enfin par des dénonciations de cas où des gens ont été insultés, agressés, simplement, comment dire, mal catégorisés, etc. Mhm. Ce sont des actes ou des paroles qui ont été émises à l'égard d'autres personnes et qui ont été dénoncées. Pour Alors, si vous lesquels il y a voulez, eu un bon, dépôt de là, plainte, c'est ça? non, il n'y a pas que des dépôts de plainte. Il y a aussi, alors ensuite, qui déjà commence à intéresser un petit peu plus le sociologue, il y a ce qu'on appelle les enquêtes de victimation.
Les enquêtes de victimation, ça consiste à faire des sondages suffisamment larges pour être significatifs et demander aux gens, avez-vous été victime de tel ou tel genre de discrimination, insulte, etc., en raison de votre origine, votre couleur, votre race ou votre religion. Hein? Alors, ces enquêtes, ce qui est frappant, tout de suite, c'est que, par exemple, vous prenez le nombre de cas portés en justice pour actes racistes ou paroles racistes. Hein. Ça peut être à la télévision, ça peut être Zemmour, ça peut être des choses assez différentes. Il y a eu, en 2020, 7200 plaintes aboutissant en justice, hein, déposées auprès de la justice. Tu dis aboutissant, ça veut dire juste déposé ou ça veut dire qu'ils ont donné lieu à une enquête ensuite et une condamnation? Déposé, qui sont connus de l'institution juridique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été condamnés? Alors, non, là-dessus, 843 condamnations. Hein. Ce qui est un peu plus de 10%, quoi. Voilà. Ensuite, bon, mais très curieusement, par exemple, vous prenez les chiffres de la police, des plaintes déposées vers la police, elles sont inférieures, 5540. Alors, c'est bizarre. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est que les associations de défense de minorités, par exemple, sont elles aussi en mesure de saisir directement la justice. Ils n'ont pas besoin de passer par la police. D'accord. Donc ça fait, bon, ça comble l'écart, ça permet de comprendre, etc. Bon. Mais la chose intéressante après, c'est que les enquêtes de victimation font apparaître, après calcul, extrapolation, etc., que les faits, les atteintes de nature, on va dire, raciste, c'est-à-dire liées aux origines, liées au sexe aussi, hein, ça peut être la religion, les remarques désobligeantes, etc., qui sont comptabilisées par les enquêtes, par les sondages de victimation, ça donne 1,2 million. Donc on passe de 7 000 à 1,2 million. Donc ce qu'il est supposé, c'est ce que le rapport appelle le chiffre noir. Ça veut dire que les gens sont victimes. Rien à voir avec le noir, hein, mais c'est le chiffre caché. Oui, c'est ça. En fait, alors, peut-être qu'il faut mettre un bémol parce qu'il s'agit d'enquête de victimation, c'est-à-dire de déclaration de la part des victimes. Mais en tout cas, il y a plus d'1 million de personnes qui disent j'ai été victime de racisme. Voilà, il y a plus d'1 million de discrimination. Personnes. Oui. Alors, je crois que ça porte sur les 5 dernières années. On leur demande avez-vous été victime d'une atteinte, une injustice, etc. Voilà. Alors, déjà, ça donne une idée que les chiffres des plaintes, des chiffres qui sont vraiment portés à la connaissance, parce que ces faits-là, la nature des faits, si vous voulez, bon, elle est connue, mais elle n'est pas creusée, quoi. Il n'y a pas d'enquête, etc. C'est juste des déclarations. Bon, et ben, ça montre un phénomène quand même beaucoup plus large que ce que les autorités juridiques et policières sont amenées à considérer. Après, alors, ce qui intéresse la commission des droits de l'homme, c'est pas tellement, mais enfin, si, c'est cet écart, mais c'est aussi est-ce qu'il progresse ou est-ce qu'il diminue. Alors, d'une année sur l'autre, on compare 2019, 2020, etc. Bon, là, ils sont un petit peu contents parce que ça diminue un petit peu, de 2% par là, etc. Bon, oui, c'est pas énorme, quoi. Ouais, bon. Après, il y a un autre phénomène qui apparaît. C'est ce qu'on appelle les études sur la haine en ligne, sur Internet. Alors, il y a effectivement une équipe spécialement spécialisée là-dedans et qui fait apparaître que, bon, voilà, des signalements pour des propos haineux, alors ce qu'on appelle propos haineux en ligne, il y en a à peu près plus de 100 000 qui sont faits, et là-dessus, 23 500 concernent des atteintes
d'ordre raciste ou d'ordre critique sur les origines, catégoriales, etc. Bon. Ça paraît pas Alors, énorme non plus, comparé au chiffre de ouais. 1 million qu'on avait tout à l'heure. Oui, 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 mais enfin, ça s'ajoute parce que les Oui, enquêtes de légitimation voilà, ne sont pas. Voilà. Et enfin, on arrive à ce que certains appellent les discriminations du quotidien, c'est-à-dire la manière dont les gens, en raison de leur appartenance à une minorité, en général immigrée, ont des moins de chances, ne sont pas traités à égalité face à l'emploi, face à l'accès aux services, face à l'accès à la formation et face au logement. C'est-à-dire, au d'accord. fond, ce qu'on appelle les discriminations. Euh, alors, ce sont des choses qui sont quand même susceptibles de les affecter dans leur bien-être, dans leur carrière, dans leur existence de tous les jours, Mhm. et qui ne sont pas révélées par les enquêtes précédentes, puisqu'il n'y a eu aucun fait ni acte d'ordre raciste qui soit visible. Oui. Simplement, par exemple, ils ont. Alors, alors comment procède-t-on pour. Comment on fait pour savoir si, quand j'ai un On nom à alors, consonance alors, maghrébine, par exemple, j'ai moins de chances de trouver un travail? voilà, on fait assez généralement, généralement ce qu'on appelle des testings. Testing consiste à envoyer, alors ça se fait, euh, ça a commencé à se faire dans les années 2008, 2009, et puis il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui se sont développées dans les années suivantes. Ça, c'est du travail de sociologue qui consiste à envoyer, enfin, pas tout à fait vrai ce que je dis, puisque c'est SOS Racisme qui a inventé le procédé dans les années 80, mais à une échelle très petite. Et puis, après, des sociologues, plus ou moins militants, euh, ont, ont développé des enquêtes beaucoup plus larges sur des milliers de cas, qui consistent à envoyer des CV pour répondre à des offres d'emploi, des CV fictifs, hein, mais qui se différencient, qui, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire formation, expérience, diplôme, etc., conditions sociales, goût, hein, se différencient seulement par des patronymes et des prénoms qui ne sont pas typiquement français, ou qui sont typiquement maghrébins, africains, voire d'autres origines. D'accord. C'est-à-dire, voilà. Et toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait un testing avec uniquement des Français, on va prendre des, on va fournir des CD avec des candidats tous français, hein, donc bien, voilà. Oui, quand on dit Si français, en d'ailleurs, situation, c'est consonance française, ce qui ne veut pas dire que... Parce qu'on peut alors avoir un nom à après, consonance étrangère et être tout à fait français comme, comme n'importe qui bah, d'autre. tout à fait, la plupart de ce qu'on appelle les enfants d'immigrés sont de nationalité française. J'ai une Simplement, ils portent. question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de WizUp qui nous demande si les chiffres que tu as donnés pour les dépôts pour oui, les dépôts de plainte ou la Ouais. judiciarisation qui était autour de 7000, est-ce que ça correspond à l'ensemble des infractions qui sont liées au racisme, c'est-à-dire discrimination, incitation à la haine, ce genre de trucs? Tu disais les choses Oui, qu'on entend à la télé, par exemple, est-ce que ça rentre dedans ou est-ce que c'est oui. seulement les discriminations, seulement un cas particulier? Non, c'est le rapport donne ça comme un chiffre global. D'accord. Euh, Donc ça veut dire que ouais. ça comprend les plaintes pour incitation à la haine. On sait qu'il y a des chroniqueurs à la télé qui ont été condamnés pour ça. Ça rentre Oui. dans ce cas-là. Oui, 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 bien sûr. Oui, Ok. voilà. Maintenant, euh, le problème, c'est que l'incitation à la haine, par exemple, n'est pas forcément raciale. Ça peut être. Oui. Non. Mais ce sont pas. Voilà. Ça ne comprend pas les cas de diffamation. Voilà, soyons bien D'accord. clairs. Hein, si je traite quelqu'un par écrit ou à la radio ou à la télé d'infâme salopard et que
il n'existe aucune, comment dire, raison de penser que c'est lié à ses origines, ça rentrera pas dans les cas. Non, Oui, voilà. oui, oui, Ce sont d'accord. des cas. Donc, il y a des cas où on est sûr, quoi. Voilà. Ok. En tout cas, d'après les chiffres, non, effectivement, ça mériterait peut-être d'être creusé. Hein. Je sais pas. Alors, du coup, on Euh, a une question, mais on a une question qui oui, rebondit un peu là-dessus, et j'allais te la poser, c'est quelle est l'utilité d'utiliser cette notion de racisme systémique plutôt que simplement parler de racisme? On parle non mais de racisme j'ai pas, systémique. j'ai pas encore expliqué ce que c'est, comment on connaissait. Là, on a parlé de Attends, discrimination pour l'instant. mais c'est la même chose. Mais en quoi c'est systémique? Alors, en quoi c'est systémique? Euh, alors, bon, ouais, d'abord, il faut savoir ce que ces enquêtes de testing ont révélé. Hein. Ils ont révélé que, euh, effectivement, quelqu'un qui avait un nom à consonance française 100% avait à peu près 2 fois plus de chances d'être auditionné que quelqu'un qui avait un nom à consonance soit arabe ou africaine subsaharienne, que le phénomène était encore redoublé quand on était une femme arabe ou subsaharienne plutôt qu'un homme, hein, que l'écart était encore plus grand, etc., entre une femme. Voilà. Euh, il y a eu, alors, enfin, je ne sais pas si on rentre dans le détail, mais il y a eu il y a eu plusieurs enquêtes qui ont cherché un petit peu à mettre en évidence des choses un petit peu différentes. Est-ce que c'était lié euh, à certaines origines en particulier ou à certaines religions, parce qu'on associe souvent origine et religion. Hein. Hmm. Par exemple, il y a une enquête qui est fameuse qui s'appelle l'enquête Diouf. On lui a donné son nom parce qu'il y avait un personnage fictif qui, dans un cas, s'appelait Marie Diouf et dans l'autre s'appelait Yasmine Diouf, d'accord, ou Fatoumata Diouf. Je suis Hmm. désolé, je n'ai pas retenu le prénom, mais un prénom typiquement africain, subsaharien plutôt. Euh, et bien, ça faisait une différence. Hein. Marie Diouf avait plus de chance, bien que son patronyme indiquait bien, en quelque sorte, que dans son ascendance proche, il y avait quelqu'un qui venait probablement du Sénégal. Euh, et puis, donc, on a 2 Diouf, mais on a une Marie. Et ben, simplement, là, quand on s'appelle Marie, on a plus de chances de ne pas être musulman. Ah, donc, question, est-ce que le problème, c'est qu'on est d'origine africaine, qu'on est descendant d'immigrés africains, ou est-ce que le problème, c'est qu'on est plus ou moins musulman? Hein, Oui, parce parce que que, le prénom permet de voilà. savoir ça. Si je m'appelle Marie, c'est que mes parents sont plutôt catholiques, mais si je m'appelle je sais, Yasmine par exemple, c'est que mes parents sont plutôt musulmans, c'est ça? Oui, mais encore que Yasmine, c'est plutôt les Turcs. Mais Fatoumata, c'est sûr, quoi. Ok, Fatoumata, autant pour moi. Ou Donc dans ce cas-là, Fatima, voilà. on a un soupçon, un Ou préjugé qui regarde. fait qu'on s'imagine que la personne est musulmane et de famille musulmane. C'est ça? Oui, alors voilà, on a une indication, on a un indice, voilà. Et cet indice donne lieu à discrimination. C'est ça le problème. Oui, Donc, c'est qu'après on a moins bah, de chances d'avoir du travail, quoi. on a moins de chance parce qu'on on a beaucoup moins de chances d'être simplement auditionné. Oui. Attention, parce qu'une fois que les gens se présentent, bon, voilà, on ne peut plus rien cacher. C'est pas la même chose. Mais là, il s'agit en quelque sorte d'un test d'a priori concernant le choix des employeurs, hein, Hmm. ou des gens qui sont chargés de recruter pour les employeurs. Eh bien, ils appliquent ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle ça racisme systémique? Parce que dans leur mission institutionnelle, il n'est pas prévu d'exercer des critères raciaux. Ça n'est pas leur mission. Tu veux dire Mais quand je veux recruter quelqu'un, ma mission c'est pas de dire bah, toi tu as un prénom à consonance musulmane donc je vais moins te recruter et toi tu as un prénom à consonance catholique donc je vais plus te recruter. absolument pas. Et évidemment, si on interroge les gens qui font ce genre de travail, ils vous diront que non.
qui n'ont Il vous pas dit- de préjugés. D'accord, qui n'ont pas de préjugés et qui n'embauchent pas moins quelqu'un parce qu'il est Mais musulman. c'est une question de confiance qu'on peut a priori avoir. Ça leur inspire confiance. Alors après, il faudrait faire des enquêtes sur les motivations. En général, bon, euh, le racisme systémique, ça n'est pas un acte intentionnel. Donc, il y a assez peu d'enquêtes qui sont capables de dire pourquoi les gens agissent comme ça. Oui, on ne sait pas pourquoi. Bon, il y en a une qui a été publiée par l'Institut Montaigne, j'en parlerai, je dirai quelques mots, mais enfin, une enquête, ça ne fait pas grand-chose. Oui. Bon. Ah. En moyenne, le sociologue, lui, il regarde les effets. Il ne se préoccupe pas de la cause. Mhm. Il y a un effet, il y a un effet d'injustice, il y a une injustice qui est faite, c'est clair. Moi, je connais les faits et je dis qu'il faut faire quelque chose contre. D'accord? Parce que, voilà, il Ça, est c'est ce que dit le important, sociologue. il faut le dénoncer. À partir des effets. Si Oui. vous prenez François Héran, qui est un grand défenseur de ce genre d'études, Qui est un de sociologue ce genre aussi. d'approche, qui est un sociologue démographe à l'INED, il explique, le sociologue, il constate un effet. Et c'est ça qu'on appelle le racisme systémique. Maintenant, après, il est systémique. Pourquoi? Parce il ne suppose pas que quelqu'un ait commis consciemment un jugement ou une atteinte. Il ne cherche pas à nuire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est systémique Quand, parce que quand c'est pas quelqu'un qui fait exprès. c'est pas quelqu'un qui cherche à nuire au candidat, d'accord? Il ne cherche Est-ce- pas à nuire. Mais il se trouve que sa mission comporte l'idée qu'il faut recruter des gens non seulement compétents, non seulement diplômés, non seulement il y a des expériences, mais à qui on peut faire confiance, qu'il n'y aura pas de problème avec eux, que leur comportement sera comme il doit être attendu, etc. C'est en quoi ils peuvent très bien se tromper de A à Z, c'est pas le problème. Oui. Mais il se trouve que parmi les mécanismes mentaux qui interviennent, alors à leur insu, j'en sais rien parce que je suis pas dans leur tête et puis il faudrait, là c'est de l'ordre de la psychologie, voire de la psychanalyse, mais euh, on n'est pas, enfin je veux dire, les sociologues ne sont pas capables de vous expliquer ce qui se passe dans leur tête, mais Oui. le résultat c'est ça, voilà. Et c'est Et ça, dans ça, le mot systémique, le il y a aussi système. un aspect système. Est-ce que c'est parce que c'est très répandu qu'on parle de systémique aussi? Euh, c'est l'expression qui a été retenue. Parce que moi, quand j'entends Maintenant, systémique, j'entends système aussi. Tu vois, ça veut dire que le système est tel non, que quand attends, je un suis système. musulman ou quand je suis Non, mais d'origine africaine, c'est un compliqué de trouver du travail, par exemple. bah oui, c'est exactement ce que je suis en train de décrire. Simplement, la différence entre un système et un sujet humain, c'est que le sujet humain a des intentions. Un système, il n'a pas d'intention. Oui. D'accord? Il est mécanique. Systémique, ça veut dire mécanique. Mhm. Bon, il y a des gens qui préfèrent appeler ça discrimination indirecte. Oui. Hein. Alors maintenant, si on veut insister là-dessus, on parlera de racisme indirect. Il y a aussi ce qu'on Alors, appelle... j'ai une question. euh, Excuse-moi, je te ouais. coupe. J'ai une remarque de Bunker D qui nous dit, mais la question du racisme systémique, elle ne se pose pas en termes de comportement d'individus et de volonté ou non des acteurs, elle est censée se poser à une Ouais, échelle macroscopique et pas individualiste. exactement. C'est exactement ça. Ça veut Le dire qu'il racisme y a d'une part systémique, la composante où tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens le font sans le faire exprès, notamment une grande partie des oui. recruteurs, puisque les chiffres montrent que si mon nom a une consonance africaine, bah, j'ai 2 fois moins de chances que mon CV soit retenu, par exemple. Donc ça, c'est la Mhm. composante un peu inconsciente, mais il y a aussi une échelle macroscopique, une grande échelle. Ça veut dire que ça se fait à grande échelle, quoi. Bah oui, parce que ça s'applique à l'échelle d'une société. On fait une enquête, parce qu'en fait, le testing, c'est des sondages. On fait un sondage sur 2500 CV, etc. Et on considère, on voit. Si on va dans le détail, il y a des variations de lieux. Par exemple, c'est pas pareil à Lyon et à Paris et à Marseille. Hein. Les résultats ne sont pas les mêmes.
Mhm. Mais là, il faudrait rentrer dans le détail. Bon. Mais on Mais parle au niveau c'est global en France, quoi. macroscopique. Bah, oui, parce qu'on on extrapole à partir de Et, ces chiffres et alors, ce qui se passe, toujours par etc. rapport à cette notion de racisme donc systémique ou structurel, il y a Fabien qui dit que ça peut être aussi structurel. Euh, Si on veut, ouais. j'ai, C'est la j'ai, même chose. dans le dernier livre de François Héran, donc le sociologue dont tu parlais, il écrit que l'aspect systémique aussi de la discrimination, c'est quand l'institution a négligé les données objectives et les avertissements officiels et qu'elle s'abstient d'agir. Ça veut dire que par rapport aux chiffres que tu nous donnais Oui. tout à l'heure, si l'institution, l'État par exemple, refuse de faire quoi que ce soit et fait la sourde oreille en entendant ces injustices, est-ce que c'est d'autant plus une raison de parler de racisme systémique? Oui, et ça permet même, disons, enfin, dans une optique peut-être plus militante, de parler de racisme d'État. Alors attention, racisme d'État, ça fait bondir un certain nombre de gens en disant mais comment c'est inacceptable, l'État passe son temps à, à- à faire des déclarations sur l'inacceptabilité du racisme, etc. Il existe des textes, etc. Bon, alors, ce qu'on connaît peut-être pas si bien que ça, et qui est souligné justement par François Héran et par d'autres, c'est que euh, ces comportements de la part des recruteurs ou de la part d'un logeur, par exemple, euh, sont considérés par les acteurs comme normaux. Mhm. Alors qu'en réalité, si on voulait, mais encore faudrait-il que le cas puisse être établi, etc. Si on voulait, ils sont illégaux. Si on prend la loi Pleven 1972, elle ne condamne pas seulement les gens qui incitent à la haine raciale, mais les gens qui ont des jugements, des agissements euh, discriminatoire. Bon, c'est un agissement discriminatoire. Mhm. C'est-à-dire que théoriquement, ce phénomène-là, hein, de l'injustice devant l'emploi, devant la formation, devant le logement, euh, théoriquement, il serait juridiquement condamnable. Mais on ne le Or, fait pas. on ne le fait pas sans doute à cause de la difficulté. Je sais pas, on peut peut-être. Alors, je voudrais pas faire hurler personne, mais euh, avant que. Pourquoi? Parce que c'est aussi en partie parce que les gens ne prennent pas conscience du phénomène, voilà, Oui. et n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément les moyens de rapporter leur cas personnel à un phénomène justement macroscopique. Mhm. Euh, Alors, j'ai une intervention toujours il- de il- Bunker D là-dessus. Il dit quant au système du racisme systémique, on parle des dynamiques sociales interdépendantes. Donc au début, on a des inégalités économiques, des représentations médiatiques de ces personnes, oui, puis des oui, stéréotypes, et à la suite de ces stéréotypes, des discriminations à l'emploi, des inégalités économiques, etc. oui, Il dit ça fait système. Système qui peut être maintenu en fermant les yeux sur les impacts des inégalités héritées, ou même activement entretenu par certaines politiques sans jamais qu'elles impliquent explicitement la race. Donc là, il cite Bonilla Silva, qui est un sociologue portoricain, il me semble. Tu me oui, corrigeras, Bunker D, si c'est pas ça. Je crois que c'est ça. oui, non. Oui, ben, le côté systémique, c'est effectivement qu'on ne sait pas très bien. Que le racisme, euh, c'est un concept qui rassemble beaucoup de choses. Donc le racisme en lui-même est un système. Il porte sur des jugements assez insaisissables concernant des différences culturelles supposées, enfin des jugements Oui. culturels, religieux, de comportement, de morale, etc. Là, c'est extrêmement complexe. Mais Ça ce que nous rassemble dit un seul Bunker mot. D ici, et je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que il y a aussi les représentations médiatiques et le fait que les politiques peuvent Quelle fermer route, les voilà. yeux sur l'impact de ces inégalités, qui entretient le stéréotype, qui entretient le système, le racisme systémique. Oui,
Et Bah, donc c'est en ce que sens, on peut j'ai parler expliqué de en racisme disant d'État. la- la difficulté, de la difficulté qu'il y a à réprimer ce qu'on appelle le racisme systémique. C'est-à-dire, bon, enfin, il y a une difficulté parce que c'est une chose qui ne se voit pas. La justice, elle s'intéresse au cas individuel. La justice, elle ne condamne pas des collectivités, on est bien d'accord. Oui, Hein, on va pas. Voilà. La justice peut attaquer des personnes physiques ou des personnes morales. On peut effectivement condamner, par exemple, une entreprise, une société, etc., pour ses pratiques discriminatoires en manière. Là. Mais il faut encore le mettre en évidence. oui, Or, c'est extrêmement difficile à mettre en évidence si on est seul. oui. C'est pour ça qu'une des manières de dénoncer le racisme systémique, c'est de constituer des collectivités de défense de minorités qui se saisissent des cas et qui les font savoir et qui soutiennent et qui ont les moyens de mettre en évidence les faits. Parce que Mais on imagine si on mal, prend par les cas exemple, les uns, il parle de oui, représentation médiatique, par exemple. On imagine mal euh, une condamnation de l'ensemble des journalistes qui parlent à la télé, par exemple, parce qu'ils entretiennent les ce serait stéréotypes. ridicule, enfin. Voilà, Ça, c'est on une peut idée pas imaginer complètement ça. ridicule. Il y a aucune. Mais non, on ne peut pas condamner. Non, on ne peut condamner que soit l'entreprise, c'est-à-dire par exemple la chaîne qui a permis qu'un journaliste dise une chose comme ci ou comme ça. On peut condamner le journaliste, on peut condamner le directeur de publication d'un magazine de sciences humaines parce on a dit quelque chose qui est inacceptable de ce point de vue. Euh, mais voilà, enfin, il n'y a pas de réponse systémique au racisme systémique. Il n'y a de réponse que. Alors, il y a quelle réponse il peut y avoir Le problème, c'est un phénomène qui est difficile à combattre. Hein, et même François Héran, lui, il n'a pas trop d'idées, il ne suggère pas trop d'idées de qu'est-ce qu'on peut faire contre. Alors, Alors, juste évidemment, on peut faire avant de campagne. parler des campagne. solutions, je voulais juste te relancer sur, c'est ce que dit H. Frouard dans le chat. La notion de racisme systémique, elle a l'air donc utile pour comprendre les phénomènes de discrimination et ce qui se passe dans la société. Mais alors pourquoi est-ce que c'est polémique? Est-ce que ce sont des polémiques politiques ou bien est-ce que ça divise les chercheurs eux-mêmes? Et si oui, sur quels arguments? Ah oui, c'est une excellente question, puisque c'était en effet le sujet d'un des articles du dossier, c'est pourquoi ça divise. Alors pourquoi ça divise? Parce que une des manières de combattre justement ce racisme systémique, tout comme le racisme qu'on peut dire ordinaire, c'est de constituer des groupes de défense qui, par exemple, se préoccupent en particulier des personnes discriminées parce qu'elles sont noires, ou des personnes discriminées parce qu'elles sont présumées musulmanes, ou des personnes parce qu'elles ne sont pas blanches, tout simplement, on va dire, etc. Ou parce qu'elles sont d'origine asiatique, hein, ça existe aussi. Donc, on peut. La conséquence de cela, c'est que, et c'est un petit peu le point de vue qui avait provoqué cette polémique à partir sur le livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, c'est que, à leurs yeux, on divise la lutte pour les injustices sociales. C'est-à-dire que chacun va aller sur ce terrain avec des objectifs différents. Hein, et c'est Tu veux dire évident que que. Non, mais si on dit, si je voilà, crois que je si on suis dit, discriminé en raison de mon origine, de mon nom de famille, de mon prénom ou de ma couleur de peau, je vais militer non, contre cette discrimination-là au lieu de militer pour l'ensemble de ma oui, classe sociale qui est par exemple la pour classe l'ensemble de ouvrière ou la classe défavorisée. non, pour la revalorisation des salaires des soignants, par exemple. Et si on crée une section syndicale spéciale infirmière originaire des DOM-TOM, et qui vont demander avoir des revendications spécifiques, eux, ils considèrent que ça divise l'unité
des gens qui sont placés dans les mêmes conditions sociales à leurs yeux, c'est-à-dire avec, sans tenir compte de leurs origines, ça a un effet de division. Voilà. Et ça enferme les gens, alors je reprends leur terme, hein, ça enferme les gens dans des identités qu'ils ne souhaitent pas forcément mettre en avant. Mais la question que j'ai envie de te poser, et sans doute t'as pas la réponse, mais quand on me dit ça, quand on me dit les, ça met en avant l'appartenance à une ethnie ou en tout cas Une origine, on va dire. un Voilà. groupe voilà qui a rapport à mon origine. Quand je parle de lutte des classes, quand je parle de la classe populaire contre la classe dirigeante, c'est pareil, ça enferme les gens dans des classes. Bah oui, Est-ce que si la on veut. critique n'est pas valable Non, dans ce sens-là aussi? euh, oui, non, mais là, c'est la critique est pas là parce que effectivement, euh, les révolutionnaires marxistes se sont posé la question de savoir pourquoi les ouvriers ne votaient pas tous à gauche. Donc ça veut dire qu'ils ne s'identifiaient pas avec la cause socialiste ou communiste ou révolutionnaire. Alors dans ce cas-là, on parlait de quoi? De fausse conscience. Hein. Bon, bon. Donc là, c'est un peu cette même accusation. C'est une fausse conscience. C'est une conscience plutôt Non, d'origine. alors de la part de Beau et Noiriel, ils disent pas, il y a non, ce sont plutôt, bon, Beau et Noiriel font valoir, par exemple, que les enquêtes, une enquête assez fiable auprès des personnes originaires d'Afrique, donc noires, a été que 32%, ouais, enfin quelque chose comme ça, chiffre 32, disait je n'ai jamais été victime de discrimination et je ne désire pas être considéré comme noir. Ok. Donc, bon, si maintenant vous prenez une association militante comme le CRAN, qui, qui est la réunion d'un certain nombre d'associations luttant pour la reconnaissance des personnes noires, eh bien, ils disent oui, mais ces gens-là n'ont pas de conscience de ce qu'ils sont réellement. Voilà, c'est exactement le même. Bon, alors, Beau et Noiriel disent oui, ben voilà, on utilise toujours le même argument. Les gens qui n'arrivent pas à s'identifier à la bonne cause, euh, ils, ils D'accord. sont dans une fausse conscience de ce qu'est la réalité des faits. Ok. Pourquoi? Parce que, alors là, il faut bien rappeler que ce qu'on appelle racisme aujourd'hui, c'est pas le racialisme biologique qui était celui des anthropologues du 19e siècle, puis des théoriciens du racisme politique. Hein. Tu veux dire que c'est pas une catégorie Le biologique, c'est racisme, ça? non. Non, alors, de ce point de vue, la science, aussi bien que les politiques, se sont unis pour déclarer que le concept de race n'avait pas de sens, etc. Bon. Elle n'avait pas de pertinence. Donc, le racisme contre lequel combattent les organisations antiracistes, c'est un phénomène social qui suppose une situation telle qu'une majorité domine une minorité et lui fait subir des injustices. Et c'est le simple fait d'être soi-même victime d'injustices collectives, hein, pour des raisons, et pour des raisons qu'on ne peut pas changer. Mhm. C'est-à-dire, je peux dire, je sais pas parler anglais, et donc j'arrive pas à trouver de boulot. Ça ne peut pas être assimilé à un racisme du francophone exclusif. C'est simplement parce que c'est quelque chose que vous pouvez changer. Bon, D'accord. le critère de discrimination est un critère un peu inamovible, ou à peu C'est près. ça. Quand je À peu m'appelle près. Fatoumata Diouf et que j'ai la peau Oui, noire, là, je je peux pas changer ah, ça. oui. Bon, alors après, il y a aussi des gens qui disent oui, bon, on peut aussi ruser avec ça. On peut à Fatoumata, on ajoute Marie et puis c'est bon. Mais Il reste Diouf quand même. ça veut dire aussi demander aux gens de
oui, d'être rusés vis-à-vis de leur propre identité, s'en défaire, etc. Bon. Ça veut Enfin, dire bon, aussi qu'ils peuvent pas la vivre sereinement, telle qu'elle est. ce qu'on inclut dans le racisme maintenant, c'est extrêmement large, même parfois peut-être un petit peu trop large, mais ce sont toutes sortes de discriminations qui sont liées à des critères à peu près inamovibles. Mhm. Alors, bien sûr, on a les origines, la couleur de peau, la religion. Alors, la religion, voilà, la religion, c'est tout un problème parce que la religion, c'est pas tout à fait inamovible, même en même temps, ça fait partie de l'identité profonde de Ben oui, quelqu'un. c'est ça. Donc, on ne peut pas lui enlever, on peut pas lui S'il faut demander. forcer les gens Mais à renier leur religion, c'est qu'il y a un petit problème quelque part quand même. non, parce que, enfin, oui et non, mais il faut bien se rendre compte qu'en France, la religion a une place bien définie et que dès qu'on en sort, quelle que soit la religion qu'on pratique, hein, qu'on soit juif, catholique, etc., on risque de se heurter à des problèmes. Bonsoir à tous ceux qui nous quittent pour aller manger. L'heure du dîner approche. Ah oui. Donc bon appétit à ceux qui partent. Excuse-moi, je t'ai coupé, Bon, oui. Donc non, non, non. Bon, il y a un rapport quand même particulier à la religion en France. oui, alors il y a un problème particulier avec la religion, qui est que la religion, en principe, est reléguée à la sphère privée et pas tellement, en tout cas, enfin bon, c'est ce qu'on appelle la laïcité, voilà. Mais j'en étais là, mais j'en étais aussi à dire que il était courant d'entendre aujourd'hui des expressions comme il y a un racisme anti-vieux, anti-gros, anti-handicapé, anti-sourd, etc. Euh, et de même que le sexisme, l'homophobie, etc. seraient des formes de racisme. Bon, C'est à peut-être mon pas le mot avis, c'est plutôt approprié. non, c'est Sans voilà, c'est pas le mot minimiser les approprié. discriminations dont sont victimes ces groupes-là, c'est pas le même phénomène quand même. Non, c'est pas le phénomène. Et moi, je pense que ça a marché dans l'autre sens. C'est-à-dire que le racisme, l'antiracisme tel qu'il se pratique aujourd'hui, s'est inspiré de la lutte féministe et de la lutte pour les orientations sexuelles en général. C'est-à-dire puisque ce sont pas ce sont des choses qui comment dire qui sont assignées, qui sont de toute évidence sociale. C'est-à-dire on a suffisamment démontré voilà que les femmes et les hommes avaient exactement les mêmes possibilités, compétences, etc. Mais que il s'agit de discrimination d'origine sociale. Voilà. Ok, désolé, il y avait le téléphone qui sonnait à côté, j'ai dû m'interrompre une minute. Ok, donc du coup, on en vient un petit peu Je à sais l'idée pas, que là, tu on est en abordais tout train à de l'heure, déborder. c'est quelle Ouais. solution il nous reste, quelle solution on pourrait trouver pour résoudre ce problème. Ouais. Alors, le problème du racisme systémique, bah, Est-ce qu'il y a j'avais des chercheurs commencé qui parlent de à solutions? dire, ça s'est déjà fait qu'on parle de solutions. Bah, d'abord, il y a les militants, le fait de militer, de dénoncer, hein, Mhm. euh, d'agir contre, justement, de se regrouper euh, en tant que victime reconnue de discrimination raciale et d'agir collectivement. C'est une chose. L'autre chose, c'est de s'adresser à l'État, euh, comme le fait François Héran, par exemple, en disant, écoutez, ces comportements de la part des employeurs ou de la part des logeurs, etc., sont illégaux, trouvez le moyen de les réprimer. Donc oui, Il y trouver a, d'autres moyens de il y a, réprimer. il y a une troisième façon d'envisager les choses, c'est d'instaurer ce qu'on appelle des discriminations positives. C'est-à-dire d'aller à contre-courant exactement de ce qui est révélé par les études de discrimination raciale et de dire, ben voilà, de même qu'on peut offrir des avantages à des entreprises, là je prends la version la plus douce, hein, mais on peut être plus autoritaire, moi, je sais pas.
de même qu'il y a des incitations à employer des handicapés, hein, voilà, voire même des obligations parfois. Et on pourrait le faire aussi avec des minorités, etc. Je ne dis pas que ce sont des solutions, ce sont des manières C'est des idées. envisageables d'agir contre. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Or, sur elles l'inspiration, s'opposent excuse-moi, je te s'opposent coupe, en fait. j'ai une question dans le chat de Bunker D. En quoi le militantisme antiraciste s'est inspiré du féminisme et des luttes LGBT, d'où l'antiracisme a une histoire extrêmement longue. La dénonciation de l'identité socialement construite a plus d'un siècle. CF WEB Dubois. Une grosse part des militantismes contemporains prennent les enseignements des mouvements des droits civiques des années 50-60 aux États-Unis. En effet, on pourrait dire que le militantisme antiraciste a une longue histoire, et donc notamment cette histoire des années 50 et 60 aux États-Unis. Oui. Quand tu dis Bon. que le militantisme antiraciste s'inspire du féminisme et des luttes pour les droits Mais des... non, dans la mesure où on dénonce toujours un phénomène social et non biologique, si on veut. Tu vois. Oui, je vois, mais du coup, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une inspiration dans ce sens-là. C'est-à-dire les militants antiracistes ne se sont pas forcément inspirés de ce qu'ont fait les féministes. Si? Ben, je suis désolé, mais le féminisme est encore plus ancien que l'antiracisme. Si on veut, je veux dire, Olympe de Gouges, C'est vrai. c'est la fin du XVIIIe siècle, etc. Quoi. Enfin, c'est vrai, je Donc, suppose en tout cas. euh, si on parle d'ancienneté, c'est à peu près la même chose. Hein. En tout cas, c'est peut-être qu'ils s'inspirent mutuellement, quoi, ces deux mouvements. Voilà. Oui. D'accord. Donc on a Non, je veux des dire qu'ils idées peuvent, pour y ils peuvent remédier, aussi. mais on n'a pas de solution claire et concrète. Non, mais ils peuvent se rejoindre dans la mesure où la question n'est pas celui de la nature biologique des femmes, des homosexuels, des trans, des blancs, des noirs, mais celui des discriminations qu'ils subissent. Mhm. C'est ça. C'est sur cette base-là Qu'il faut agir. que je dis. Et ça rejoint ce que tu disais, Bunker D aussi, un peu plus haut. Je suis désolé, tu t'écris beaucoup, c'est très intéressant, je ne peux pas tout lire. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y a des penseurs qui parlaient bien de racisme, puisque le résultat aujourd'hui, c'est toujours les inégalités. Mais il n'y a plus vraiment d'intention au-delà de l'inaction. Et c'est cette inaction aussi qui fait que ça perdure. Et c'est aussi cette inaction, possiblement un levier pour remédier au racisme systémique. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, quoi. Oui, mais l'inaction de qui en particulier Bon, on parlait tout c'est- à l'heure de l'inaction, par exemple, du gouvernement, de l'inaction de la de, justice. face quand on a ce genre d'études dont tu parlais qui nous montrent que si j'ai un prénom à consonance musulmane ou si j'ai un nom de famille qui a l'air de Oui. venir d'Afrique, je ne trouve pas de travail autant que si j'avais un patronyme Mhm. français. Ça, on le voit, c'est des faits, c'est constaté, et pourtant, c'est ignoré. Oui, oui, non, mais le rapport du Comité national des droits de l'homme, c'est une instance tout à fait officielle. Ce sont des phénomènes tout à fait reconnus. Les phénomènes sont reconnus, mais qu'est-ce qui change concrètement pour y remédier? Bah, justement, alors en particulier dans le domaine de l'entreprise, dans la mesure où il y a une sorte euh, alors, oui, on pourrait dire, par exemple, dans la fonction dans tout ce qui est du domaine de l'État, la fonction publique, euh, l'État a toute liberté d'agir dans l'autre sens. Hein. Avec Alors, la discrimination là, positive, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça? oui, ou même sans discrimination positive, en cessant de discriminer négativement, tout simplement. Quoi. Alors ça, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai rien lu sur la question Ok. de, de ce qui est de la fonction publique. Euh, mais ce qui est du domaine des entreprises, c'est que là, effectivement, il s'agit, en fait, il y a une sorte de pouvoir discrétionnaire de la part des entrepreneurs
de la part des propriétaires de parcs locatifs, etc., d'appliquer des critères qui restent assez opaques. Mhm. Ouais, voilà. Mais simplement, ils ne vont jamais écrire sur l'affiche est africain, j'en veux pas. Oui, bien sûr. Ça, C'est ce qui rend aussi donc compliqué. c'est invisible, voilà. Donc Oui. ça rend la chose assez difficile à réprimer, à connaître individuellement. Mhm. Or, la justice ne s'intéresse que à des cas individuels. Je veux dire, Oui. on ne peut Oui, oui, je pas comprends. condamner collectivement. Mm. Enfin, il y a une difficulté, quoi. Euh, difficulté que je prends tout à fait. Enfin, c'est vrai que on peut s'indigner du fait que pas grand-chose ne soit fait contre ça. Oui. À part, alors, soit des campagnes d'information, à part dans le discours. Voilà. Oui, Après, ouais. L'important, c'est que ça change dans les faits, quoi. l'important, c'est que ça change dans les faits, Ce qui n'est pas effectivement, encore beaucoup le parce cas. que La preuve en est, c'est qu'on est deux hommes blancs à discuter ce soir et que il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de personnes racisées à sciences humaines, par exemple. bon, écoute, là, oui, effectivement, on peut toujours se dire ça, mais deux, ça fait pas beaucoup, hein. Deux, ça fait pas Non, c'est beaucoup, des mais phénomènes qui. Deux, c'est des phénomènes. Non, on pourrait dire. Non, il serait plus facile de dire ah, c'est curieux, c'est deux mecs. Il n'y a oui, pas on de peut femme. dire ça aussi. Ah, Ce qui est déjà un peu gênant pour nous. voilà, C'est qu'on est deux à c'est pas- mobiliser la parole ce soir, on est deux voilà. mecs On n'est plus à. On n'est et on est deux pas. blancs. Les probabilités voudraient quand même qu'il y a un homme et une femme. On Et invitera donc, des femmes, il y en aura des plus, femmes bientôt sur la chaîne. Ok, non, non, mais l'heure tourne. Je ne sais très pas si tu voulais simplement, donner un mot de conclusion par rapport à ça. Il y aurait euh, tellement d'autres choses à dire. On n'a pas parlé du sujet du mot racisé et qui aurait pu donner lieu à voilà, bien des discussions. oui, le mot racisé, il traduit effectivement le fait de la transformation de la notion de racisme en un phénomène biologique, en un phénomène social. C'est-à-dire, c'est exactement, enfin, voilà, le racisme, c'est le produit des discriminations. Ce n'est pas euh, le constat d'inégalité entre des, des, des groupes ethniques ou Oui, ou des critères biologiques, quoi. ouais, C'est pas parce que le j'ai racisme, la peau le, noire que le racisme, je suis racisé. C'est parce que la société discrimine les personnes qui ont la peau noire que je suis racisé voilà, si j'ai la peau exactement. noire. Alors, en fait, c'est un concept assez qui peut glisser entre les doigts parce que ça laisse supposer que euh, s'il n'y avait pas de discrimination, euh, les gens auraient aucune raison de se voir comme noirs. Oui, Alors, c'est une c'est façon ça. de mettre alors, paradoxalement, de mettre un petit peu en doute euh, ce que défendent un certain nombre d'organisations militantes, c'est-à-dire le fait que l'identité culturelle, religieuse, etc., euh, est quelque chose qui doit être considéré comme essentiel plutôt que les droits de l'individu. Hein, disons, soit j'ai des droits, mais aussi j'ai une identité. Voilà. Et si l'identité est produite et uniquement le produit d'un mécanisme social de discrimination et de victimation, on se demande ce que deviendrait cette identité si la discrimination, la victimation cessait. Mhm. Voilà. Moi, c'est un petit peu. Alors, être racisé, ça permet aussi d'étendre l'incrimination. Encore une fois, je reviens au côté criminel, mais parce que effectivement, c'est un aspect important, l'incrimination de racisme à des catégories qui ne sont des catégories absolument pas du tout liées à l'origine, telles que les gros, les handicapés, les sourds, etc. Mhm.
Alors là, on n'a plus rien à voir avec l'origine, mais avec des, euh, des critères assez inamovibles, inchangeables, quoi. Euh, bon, ça permet de dire que les gros sont racisés, voilà. Puisque c'est le regard et les discriminations qui leur sont appliquées qui les caractérisent comme gros. Mhm. Il y a Alors Bunker que D qui ajoute que l'identité culturelle et ethnique, c'est pas de fait une identité comme race dans un système raciste. Il n'y a pas de contradiction entre défendre un droit à l'identité culturelle particulière et le concept de racisé comme identité socialement imposée. il n'y a pas de contradiction. Non, j'ai pas dit qu'il y avait une contradiction en l'état actuel des choses. Ça veut dire que je peux me Sur un plan percevoir comme théorique, racisé et revendiquer mon appartenance culturelle et ethnique, oui. euh, et, euh, et à la fois être racisé parce que la société me l'impose. Bah, c'est-à-dire que euh, le racisme n'a pas beaucoup de sens. Enfin, le racisme suppose toujours qu'il y a un dominant et un dominé, Mhm. ou un bourreau et une victime. Euh, c'est un rapport inégalitaire, Oui, qui d'ailleurs, dans la théorie, dans la critical racial theory, est irréversible. C'est-à-dire que le racisme est un fait civilisationnel et exclusivement occidental. Bon, ça, ce serait une d'accord. autre histoire, hein. C'est Une ouais, autre alors là, histoire. on pourrait Et embrayer sur beaucoup de choses, irréversible. Ça, sur le ça, enfin, racisme anti-blanc et ce genre de choses. ouais, alors, le racisme anti-blanc, en théorie, en bonne théorie, est impossible. Oui, Ouais. je vais t'arrêter parce que on risque d'en avoir pour la soirée, mais il y aurait beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet, ce serait très intéressant. Donc je vais juste conclure, comme on est là depuis maintenant à peu près 1 heure et quart. Donc pour rappel, donc tout ce sujet-là et d'autres sujets seront traités dans le prochain numéro de Sciences Humaines que je vous montre tout de suite. Hop là, voilà. Qui s'appelle Le Choc des idées et qui sera en kiosque la semaine prochaine, me semble-t-il. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je regarde la date tout de suite. Normalement, voilà, c'est jeudi 16 septembre. À partir de jeudi 16 septembre, vous pouvez trouver ce numéro dans les kiosques. Donc, qui parle de racisme systémique, mais aussi d'autres notions un peu polémiques, qu'on essaye d'éclairer avec les travaux des chercheurs en sciences humaines, les travaux des sociologues, les travaux des chercheurs en sciences de l'éducation, etc. Donc on parlera de méritocratie, de cancel culture, de troubles mentaux, d'islamo-gauchisme, encore un mot dont on aurait pu parler ce soir, d'écriture inclusive, de collapsologie, etc. Et donc de race, comme on vient de l'aborder ce soir. Voilà. Merci à toi, Nicolas. Merci d'avoir été là pour nous parler de ça. Merci beaucoup à tout le chat. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était très enrichissant aussi d'avoir vos lumières sur ce sujet-là. En particulier Bunker D qui a beaucoup participé et qui a apporté des éclairages intéressants qu'on n'avait pas. Euh, c'est dispo en dématérialisé votre numéro, oui, c'est dispo en dématérialisé. Mais j'ai peur de dire des bêtises parce qu'on est en plein changement sur les numéros dématérialisés en ce moment. On était en PDF, mais c'est en train de changer. J'ai peur de dire une bêtise parce que le webmestre s'en occupe en ce moment. Euh, donc il faut voir ça sur notre site. Vous aurez accès à tout ça sur le site. Mais il sera disponible en dématérialisé, oui. Pas de problème. Voilà, nous on se retrouve normalement lundi prochain, lundi 13 septembre. On sera donc encore 2 journalistes de sciences humaines. Moi je serai avec Fabien et pas avec Nicolas. Et on sera avec le philosophe des sciences Philippe Hudman qui viendra nous parler de est-ce que les sciences humaines sont vraiment des sciences, parce qu'on a parlé de la recherche aux sciences humaines aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment très scientifique tout ça? On entend souvent des critiques, notamment sur la Ouais. sociologie, mais d'autres sciences humaines sont souvent critiquées, donc ça sera l'occasion d'en discuter avec lui. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Un grand merci d'avoir été là. Donc ce live sera disponible en rediffusion ici sur cette chaîne et sur notre chaîne YouTube que vous pouvez trouver en tapant point d'exclamation replay REPLAY.
Voilà, et ben c'est tout pour nous. Merci à tous et bonne soirée.